Un convoi militaire traverse Ouagadougou et rompt la routine. Le 21 mai 2025, environ 6 milliards de francs CFA en blindés, drones et communications modernes sont remis aux volontaires pour la patrie, promettant de mieux voir, mieux coordonner et réduire l'aléa des embuscades, tout en affichant un refus d'aide conditionnelle. Que change vraiment ce basculement pour la sécurité vécue, la marge de manœuvre politique et le quotidien sous Ibrahim Traoré? Un seuil s'ouvre, sans garantie automatique. D'emblée, le récit annonce ses enjeux concrets. Il ne s'agit ni de célébrer un symbole, ni de dénoncer par principe, mais de suivre un fait précis et d'en mesurer les effets réels. L'intérêt pour le public est direct. Disposer de repères clairs pour distinguer un signal politique fort d'un changement durable dans la sécurité et l'autonomie. L'enjeu sécuritaire touche d'abord la protection et la coordination sur le terrain, là où les embuscades et les engins explosifs improvisés façonnent la peur ordinaire. L'enjeu politique se lie dans le choix assumé de partenaires et dans le refus d'une aide conditionnelle présentée comme un acte de souveraineté. L'enjeu social enfin est plus fragile, la fierté peut croître au même rythme que l'attente et l'attente peut devenir pression. Pour avancer avec rigueur, la méthode se veut exigeante. Suivre la chaîne complète, de l'équipement livré aux effets perceptibles. Comparer l'avant et l'après sans extrapolation gratuite. Identifier ce qui change, ce qui ne change pas encore et pourquoi. Le bénéfice promis tient en peu de mots. Comprendre sans slogan. En une seule journée, environ 6 milliards de francs CFA d'équipements militaires sont remis à Ouagadougou. Cette concentration, datée du 21 mai 2025, marque une rupture nette entre un avant dispersé et un après revendiqué, où la livraison devient signal autant qu'outil sous Ibrahim Traoré. Le récit disponible commence volontairement par les chiffres avant les slogans. La somme annoncée n'est pas replacée dans une série longue, mais elle frappe par son caractère massif et simultané. Recevoir des blindés, des drones et des systèmes de communication modernes en un seul bloc crée un effet de seuil. Il ne s'agit plus d'un renfort progressif, mais d'une déclaration visible de capacité. Le contexte sécuritaire éclaire ce choix. Les embuscades et les engins explosifs improvisés ont façonné une peur quotidienne, en particulier sur les axes routiers. La défense est décrite comme longtemps réactive, contrainte par une détection limitée et des communications fragmentées. Dans ce cadre, l'initiative revenait souvent à l'adversaire, et la survie dépendait en partie de la chance. L'équipement livré est présenté comme un ensemble cohérent. Les véhicules blindés répondent à la menace des mines et des attaques directes en réduisant la vulnérabilité immédiate. Les drones déplacent le centre de gravité vers l'anticipation, en produisant du renseignement en temps réel sur des zones étendues. Les communications modernes ferment la boucle, reliant les unités et accélérant la prise de décision. Le texte insiste moins sur la puissance brute que sur la combinaison, voire plutôt permet de choisir autrement. Se parler mieux permet de coordonner sans délai. Se déplacer avec protection réduit l'aléa dans la survie. Chaque élément n'a de sens qu'en interaction avec les autres. À cette lecture opérationnelle s'ajoute une dimension politique. La scène du convoi sert de message international. Refuser une aide conditionnelle et diversifier les partenariats sont présentés comme des marqueurs d'autodétermination. Ibrahim Traoré apparaît ici comme une charnière narrative, incarnant un choix stratégique plus que comme un héros central. La mini-révélation tient donc en un déplacement de posture. Il ne s'agit pas de promettre l'invulnérabilité, mais de passer d'une réaction tardive à une initiative revendiquée. Le contexte ainsi posé prépare la question structurante de la suite. Ce seuil visible produira-t-il des effets mesurables et durables, ou restera-t-il un symbole puissant mais fragile ? Le récit choisit un personnage guide discret, presque fonctionnel, plutôt qu'une figure héroïque. D'un côté, le volontaire des volontaires pour la patrie, habitué aux pistes exposées, aux alertes soudaines et à l'imprévisibilité des attaques. De l'autre, l'unité reliée au reste du dispositif, celle qui reçoit l'information, transmet les ordres et ajuste les mouvements. Ensemble, ils donnent un visage concret à ce que l'arrivée d'équipements modernes est censée transformer. Un premier effet précoce concerne la mobilité. Sur des axes où l'embuscade est une menace permanente, un véhicule mieux protégé ne garantit pas la victoire. Il modifie cependant le calcul du risque.
La protection contre mines et attaques directes réduit l'exposition immédiate, permet de tenir une position plus longtemps, d'évacuer sans rupture et d'avancer sans immobilisation prolongée. Ce n'est pas une défense figée, mais une tentative de reprendre l'initiative par la continuité. Un second effet apparaît dans le temps de réaction. La surveillance aérienne et la transmission rapide raccourcissent l'intervalle entre un signal et une décision. Le texte insiste sur ce gain de fluidité présenté comme un transfert de confiance autant que comme une capacité technique. Savoir que l'information circule change le moral, même avant que les résultats ne soient pleinement mesurables. Ces impacts ne sont pas seulement internes aux forces, ils sont aussi visibles pour la population, témoins d'un État qui cherche à montrer qu'il agit, les convois protégés, les communications fluides et l'image d'un dispositif plus cohérent nourrissent une attente immédiate. Sous Ibrahim Traoré, cette démonstration prend valeur de test. Si la protection et la coordination améliorent réellement le quotidien des forces, alors le symbole commence à se transformer en effet tangible. La question de fond reste simple et exigeante. Ces effets précoces peuvent-ils durer au-delà de l'événement initial ? Avant, la scène sécuritaire est décrite comme une accumulation de contraintes. Des routes longues et exposées, des convois ralentis par la crainte des mines. Des unités avançant avec prudence, souvent en réaction, rarement en initiative. La défense subissait davantage qu'elle ne choisissait le tempo dans un environnement où l'imprévu dominait. Le 21 mai 2025 marque un point de bascule narratif. L'entrée du convoi à Ouagadougou concentre l'attention et met en image une volonté de rupture. Blindés, drones et systèmes de communication modernes sont remis en une seule journée aux volontaires pour la patrie. La somme estimée, environ 6 milliards de francs CFA, est livrée d'un bloc. Cette concentration crée un effet de seuil. Elle transforme une dotation matérielle en signal politique assumé. L'activation est d'abord technique. Les blindés sont présentés comme une réponse directe aux menaces les plus courantes de la guerre asymétrique. Ils ne promettent pas la domination du terrain, mais une réduction de la vulnérabilité immédiate. Avancer sans s'arrêter au moindre doute, tenir une position sans dépendre uniquement de la chance, évacuer sans rompre la chaîne. Dans le récit, la protection agit comme un amortisseur face à l'imprévu. La montée en puissance se poursuit avec les drones. Leur rôle n'est pas décrit comme spectaculaire, mais structurant. Survoler, observer, produire du renseignement en temps réel sur des zones étendues. Ce déplacement du regard modifie la temporalité de l'action. Détecter plus tôt, décider plus vite, réduire l'avantage de la surprise adverse. La guerre ne disparaît pas, mais elle cesse d'être totalement aveugle. Les communications modernes ferment la séquence. Elles relient ce qui était fragmenté. Elles fluidifient la chaîne de commandement. Elles donnent une cohérence au mouvement. Sans transmission fiable, la protection reste isolée. Sans transmission, la vision aérienne demeure inutilisée. Le récit insiste sur cette logique de système, où chaque élément dépend des autres. Le point culminant dépasse cependant la technique. Lorsque le convoi traverse la capitale, il devient un message adressé à plusieurs publics. À l'intérieur, il nourrit une fierté visible, mêlée d'attentes. À l'extérieur, il affirme un refus, celui d'une aide conditionnelle jugée contraignante. Sous Ibrahim Traoré, cette séquence est présentée comme une signature politique liant sécurité et autodétermination. Les répliques ne tardent pas à apparaître. Le texte glisse vers une tension stratégique plus large. Les partenariats évoqués, notamment non occidentaux, sont décrits comme porteurs de capacités, mais aussi d'intérêts propres. Le récit ne tranche pas, il pose un dilemme. Renforcer la défense sans déplacer la dépendance. Ainsi, la séquence complète suit une logique claire. Activation par la concentration des moyens, culmination par la démonstration publique et politique. Questions successives sous forme de dilemmes stratégiques. Le basculement raconté n'est pas une promesse de victoire, mais l'ouverture d'une phase d'exigence accrue. La question reste suspendue à la fin de cette séquence. Ce saut visible marque-t-il le début d'une autonomie maîtrisée ou l'entrée dans un nouvel équilibre encore fragile ? Avant le 21 mai 2025, le récit décrit une capacité diffuse, fragmentée et difficile à agréger. Après cette date,
un premier indicateur s'impose immédiatement. Environ 6 milliards de francs, 6 ordres de francs CFA d'équipements militaires remis en une seule journée. La bascule ne tient pas à un pourcentage ou à une série longue, mais à la concentration même de cette masse qui modifie la perception collective de la capacité disponible sous Ibrahim Traoré. Ce montant fonctionne comme un repère de seuil. Livrée par fragments, une aide se dilue dans le temps. Livrée d'un bloc, elle signale un changement de posture. L'effet mesuré est autant psychologique qu'opérationnel. Il installe l'idée d'un avant dispersé et d'un après revendiqué, sans promettre une rupture totale des contraintes. Un second repère est temporel. La date du 21 mai 2025 devient une frontière narrative claire. Avant, la détection est décrite comme limitée, les communications comme fragmentées et la mobilité comme entravée par la peur des mines et des embuscades. Après, drones, blindés et transmissions modernes entrent simultanément dans la doctrine. Cette datation permet d'observer les effets futurs sans ambiguïté, même en l'absence de tableaux statistiques détaillés. Un troisième indicateur, plus qualitatif mais central, concerne le renseignement en temps réel. L'introduction de drones, capables de couvrir des zones étendues, déplace le centre de gravité de l'action. Le gain mesuré n'est pas une distance précise ou une surface chiffrée, il réside dans la réduction du délai entre détection et décision. Voire plutôt change la nature même de la réponse. À partir de ces trois éléments, le récit construit un contraste fonctionnel. Avant, des véhicules vulnérables, une vision lacunaire et une coordination lente. Après, des blindés présentés comme mieux protégés, une surveillance continue et des communications reliant les unités. La différence n'est pas absolue, mais directionnelle. Trois effets concrets sont avancés. D'abord, la survie, la protection réduit la vulnérabilité immédiate sur les axes exposés. Ensuite, la réactivité, le renseignement en temps réel, raccourcit le temps mort entre signal et action. Enfin, la cohérence. Les transmissions modernes limitent les ruptures de coordination. Chaque effet dépend des autres et perd sa portée s'il est isolé. Sous Ibrahim Traoré, ces indicateurs prennent aussi une valeur politique. Ils servent à étayer un discours d'autonomie sans promettre l'invulnérabilité. La mesure implicite devient alors une question de trajectoire. Ces gains fonctionnels constituent-ils une transformation durable ou seulement un seuil symbolique à confirmer par l'usage et le temps ? Pour évaluer ce basculement sans complaisance, le récit invite à prendre au sérieux les critiques les plus solides avant d'y répondre à partir des éléments disponibles. Un premier argument adverse avance que la modernisation visible déplacerait la dépendance plus qu'elle ne la réduirait. En refusant une aide conditionnelle occidentale pour s'appuyer sur d'autres partenaires, le pays risquerait de substituer une contrainte à une autre. Les équipements livrés impliquent formation, maintenance et chaînes logistiques spécifiques. À terme, ces exigences techniques pourraient créer un lien structurel durable limitant la liberté de décision. Dans cette lecture, l'autonomie affichée serait surtout symbolique, tandis que la dépendance deviendrait moins visible mais plus enracinée. Un second argument estime que l'effet militaire serait surestimé face à une guerre asymétrique adaptative. Blindés, drones et communications modernes peuvent réduire certains risques, mais l'adversaire ajuste ses modes d'action. Les embuscades changent de forme. Les engins explosifs improvisés évoluent, la supériorité technologique tend alors à s'éroder. Le danger serait de produire une confiance excessive, sans garantie d'une amélioration durable de la sécurité, tout en exposant le pays à des réactions extérieures, pression diplomatique ou sanctions. La réponse la plus fidèle au texte ne consiste pas à nier ces risques, elle les replace dans la logique décrite. D'abord, la modernisation n'est jamais présentée comme une invulnérabilité. Elle est définie comme un passage d'une posture subie à une posture plus anticipatrice, fondée sur la combinaison protection, vision et coordination. Le gain revendiqué est relatif. Réduire la vulnérabilité immédiate et raccourcir le temps de décision. Ensuite, la question de la dépendance est explicitement posée. Le choix de partenariats non occidentaux est décrit comme une tentative de rééquilibrage,
non comme une sortie totale des contraintes. La condition implicite est le contrôle interne. Sans capacité de gestion, de maintenance et d'arbitrage autonome, l'équipement perd sa valeur stratégique, quelle que soit son origine. Enfin, l'adaptation adverse est intégrée par prudence. La modernisation est présentée comme un seuil, pas comme une fin. Elle ouvre une trajectoire qui doit être confirmée par l'usage, la cohérence et la durée. La bascule n'est crédible que si elle reste maîtrisée et réversible. La question qui demeure est donc pratique plutôt qu'idéologique. La capacité à garder la main sur les choix compensera-t-elle les nouvelles contraintes qu'impose toute montée en puissance? Un test, pas une victoire. À ce point du récit, la focale se déplace nettement. Jusqu'ici, l'attention portée sur les équipements et leurs effets immédiats. Désormais, l'enjeu devient structurel. Ce qui est mis à l'épreuve n'est pas la puissance acquise, mais la capacité à l'intégrer sans qu'elle dicte la stratégie. Le convoi cesse d'être seulement une réponse aux embuscades ou aux mines. Il devient un révélateur de méthode. La question centrale n'est plus avec quoi se défendre, mais comment décider. Qui fixe les priorités opérationnelles? Qui contrôle les flux d'informations? Qui arbitre entre sécurité immédiate et cohérence de long terme? C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré change de fonction narrative. Elle n'incarne plus seulement un refus de l'aide conditionnelle. Elle porte une exigence de cohérence. Transformer un signal fort en cadre durable. Assumer des partenariats sans leur abandonner l'agenda. Maintenir la discipline stratégique quand l'effet d'annonce s'estompe. La révélation est volontairement sobre. L'autonomie ne se prouve pas par l'accumulation de matériel. Elle se mesure à la capacité de les maîtriser, de les intégrer et de les limiter si nécessaire. À partir de ce point médian, les conséquences doivent être évaluées non sur l'image, mais sur les effets réels. Le récit bascule ainsi vers l'exigence. Ce qui suit ne jugera plus une promesse, mais une trajectoire. Les effets de ce basculement ne se lisent pas de manière uniforme. Le récit propose de les distinguer selon 4 groupes afin d'éviter une lecture simplifiée et de mesurer les tensions réelles qu'ils produisent sous Ibrahim Traoré. Pour l'État, l'impact est d'abord opérationnel puis politique. La combinaison protection, vision et coordination renforce la capacité à reprendre l'initiative dans un environnement asymétrique. Les blindés réduisent la vulnérabilité sur certains axes. Les drones déplacent l'effort vers l'anticipation et les communications fluidifient la décision. Sur le plan politique, l'événement devient un signal de souveraineté affiché. Le gain reste conditionné à une gestion cohérente des moyens, sans quoi le symbole l'emporte sur l'effet durable. Pour les entreprises, les conséquences sont indirectes mais décisives. Une amélioration relative de la sécurité rend les déplacements plus prévisibles et favorise la continuité de l'activité. La logistique gagne en stabilité, la planification devient moins incertaine. En contrepartie, la reconfiguration géopolitique introduit un risque. Des tensions diplomatiques ou des réactions extérieures peuvent compliquer l'accès à certains marchés ou financements. Le bénéfice économique dépend donc moins de l'image du convoi que de la stabilité produite dans le temps. Pour les citoyens, l'effet se déploie sur 2 registres simultanés. D'un côté, la protection et le moral. Voir des équipements modernes nourrit un sentiment de fierté et l'idée d'un État qui agit. De l'autre, la persistance de la peur. La guerre asymétrique ne disparaît pas par décret, et l'attente sociale s'élève à mesure que la promesse est visible. Si les résultats tardent, la fierté peut se transformer en pression. Pour la région, enfin, la portée dépasse le cadre national. Le récit inscrit l'événement dans une dynamique plus large du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Il suggère un possible effet d'entraînement vers des stratégies d'autodétermination. Mais il ouvre aussi une recomposition des influences, où les partenariats non occidentaux deviennent des facteurs de compétition accrue. À travers ces 4 lectures, une constante apparaît. Le convoi n'est ni une solution miracle, ni un simple symbole. Il ouvre une phase d'exigence accrue où chaque groupe attend des effets spécifiques. La question devient alors incontournable. Ces conséquences pourront-elles s'aligner durablement ou finiront-elles par entrer en tension les unes avec les autres ? À partir de ce point, le récit permet d'envisager 3 trajectoires possibles sans prédire ni attribuer de probabilité. Elles partent toutes du même socle,
un convoi visible, des capacités renforcées et une ligne politique d'autonomie affichée sous Ibrahim Traoré. Ce qui varie, ce sont les conditions d'enchaînement. Le scénario de base repose sur une intégration régulière des équipements. Si les blindés, les drones et les communications sont utilisés de manière cohérente, alors les gains restent partiels mais réels. La sécurité s'améliore par touche sans renverser l'équilibre global. Sur le plan international, les partenariats non occidentaux se consolident de façon pragmatique, tandis que les critiques persistent sans provoquer de rupture ouverte. L'enjeu principal devient la cohérence dans la durée, financer la maintenance, former les personnels et préserver la marge de décision. Un scénario plus favorable se dessine si l'ensemble fonctionne comme un système discipliné, si le temps entre détection et action se réduit durablement, alors l'effet cumulatif devient perceptible. La mobilité protégée augmente la continuité des opérations. Le moral progresse dans certaines zones. La population perçoit une baisse relative de l'incertitude, même sans stabilisation totale. Diplomatiquement, la diversification est présentée comme maîtrisée, limitant les réactions hostiles. Dans cette hypothèse, l'initiative politique gagne en crédibilité. Un scénario dégradé apparaît si les contraintes l'emportent sur les bénéfices. Si les partenariats pèsent de plus en plus sur les choix techniques, alors la dépendance se reconfigure. Les réactions extérieures se durcissent, l'économie subit des pressions, et l'attente sociale se transforme en fatigue. Sur le terrain, les gains tactiques existent, mais sont absorbés par l'adaptation adverse. L'autonomie proclamée se fragilise, faute de contrôle renforcé. La leçon commune est conditionnelle. Si la sécurité ouvre un espace politique et économique, alors l'autonomie se consolide. Si la dépendance se déplace, alors la promesse se vide. Le facteur décisif reste la capacité à garder la main sur les choix, dans la durée. Cette trajectoire stratégique touche le public parce qu'elle ramène des choix abstraits à des expériences ordinaires. Le récit distingue 3 groupes, non pour les opposer, mais pour comprendre leurs attentes spécifiques. Pour ceux qui vivent d'abord la question de la sécurité, l'enjeu est immédiat. Les déplacements deviennent-ils moins risqués? Les alertes sont-elles mieux anticipées? La protection accrue et la coordination promise peuvent réduire certaines vulnérabilités, mais l'adversaire s'adapte. L'amélioration perçue dépend donc de la régularité des effets, non de l'événement initial. Une baisse ponctuelle de la peur ne suffit pas à créer une confiance durable. Un second groupe se concentre sur la question des dépendances. Refuser une aide conditionnelle peut libérer des marges de décision, mais l'entrée de nouveaux partenaires introduit d'autres contraintes. L'inquiétude n'est pas idéologique, elle est pratique. Qui finance? Qui maintient? Qui arbitre lorsque les intérêts divergent? Ce public observe moins les discours que la capacité à dire non et à renégocier. Un troisième groupe cherche un sens collectif. La scène du convoi agit comme un miroir. Elle raconte une volonté de se tenir debout, de décider sans subir. Ce récit peut rassembler, mais il crée aussi une exigence accrue. Si l'État affirme une nouvelle force, alors il doit produire des résultats visibles sans réduire la société à une logique strictement sécuritaire. 2 pistes d'attention émergent. Observer les effets concrets plutôt que les proclamations. Gardez une question simple en tête. Les choix renforcent-ils la capacité de décider ou déplacent-ils la contrainte ailleurs? À ce stade, le récit permet d'esquisser une trajectoire d'action, non comme une promesse, mais comme une série de conditions à tenir dans le temps sous Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'ajouter des faits, mais d'ordonner ce qui est déjà impliqué par la logique exposée. Pour commencer, il faut stabiliser l'usage des équipements comme un système. Cela suppose une clarification des rôles entre opérateurs, encadrement technique et commandement local. L'objectif est simple, assurer l'interopérabilité entre protection, observation et transmission. Le critère d'évaluation est pragmatique, continuité des liaisons, réduction des ruptures de coordination et baisse des erreurs de transmission lors des opérations. Ensuite, il faut renforcer la chaîne décisionnelle. Le récit insiste sur le temps réel. Raccourcir durablement l'intervalle entre détection et action devient un indicateur central. Cela implique des procédures claires, une circulation fluide de l'information et des arbitrages rapides. La mesure n'est pas un chiffre isolé, mais la régularité d'une prise de décision plus cohérente sur le terrain. Puis vient l'enjeu de la mobilité et de la survie.
Les blindés sont décrits comme un amortisseur face aux mines et aux embuscades. Encore faut-il que cet avantage se traduise par une continuité effective des déplacements. Le critère est observable. Capacité à maintenir les axes ouverts, à évacuer sans rupture et à réduire la vulnérabilité perçue des unités engagées. En parallèle, il devient nécessaire d'encadrer les partenariats. Le texte évoque des partenaires non occidentaux et des réactions possibles. La condition clé est l'équilibre, accord lisible, capacité à refuser des exigences incompatibles avec la souveraineté. Limitation des coûts diplomatiques et politiques. Enfin, un fil transversal s'impose, relier sécurité et autonomie interne. Sous Ibrahim Traoré, la promesse affichée exige une gestion capable de financer, maintenir et piloter les choix sans tutelle. La mesure ultime devient la maîtrise politique du cadre dans la durée. La question reste opérationnelle. Ces conditions peuvent-elles être tenues simultanément sans que l'une n'annule les autres ? Le récit revient à une image plus silencieuse, déjà esquissée plus tôt. Un volontaire sur une piste exposée. Une unité reliée au reste du dispositif par une voie claire et continue. Ce duo fonctionnel, presque invisible, rappelle que derrière les blindés, les drones et les transmissions, il y a des corps, des décisions prises sous pression et une attente simple. Réduire l'incertitude quotidienne. La scène du convoi, spectaculaire au départ, a changé de nature au fil du récit. Elle n'est plus seulement un moment de fierté collective. Elle devient une exigence. Si la protection progresse, alors la confiance peut s'installer. Si la coordination tient, alors l'improvisation recule. Si la vision s'améliore, alors le risque se calcule autrement, sans jamais disparaître. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré trouve sa portée la plus juste. Non comme un slogan répété, ni comme une promesse figée, mais comme l'incarnation d'un pari politique. Affirmer l'autodétermination, tout en refusant de simplement changer de dépendance. Tenir une ligne dans la durée lorsque l'enthousiasme initial s'estompe et que les contraintes réapparaissent. Une phrase s'impose comme un point d'ancrage. L'autonomie se prouve dans la continuité. Ce rappel ferme la boucle émotionnelle. Il relie l'image intime du terrain à la trajectoire stratégique. Et il laisse une impression durable. La sécurité n'a de sens que si elle allège, même lentement, le poids de l'incertitude vécue. La discussion peut se prolonger sans slogan ni camp figé, à condition de rester attentive aux faits et à leurs effets concrets. Ce récit ne demande ni adhésion automatique ni rejet réflexe. Il propose un cadre d'observation. Regardez ce qui change réellement sur le terrain. Comparer les promesses aux mécanismes. Revenir aux effets mesurables plutôt qu'aux images fortes. Au-delà du cas national, l'enjeu touche à une aspiration plus large. Décider sans subir. Assumer des choix sans les déléguer. Cette aspiration parle parce qu'elle est partagée, mais elle devient exigeante dès qu'elle rencontre les coûts, les compromis et les pressions extérieures. C'est là que le débat gagne à rester précis, comparatif et ouvert. Pour celles et ceux qui suivent cette trajectoire, une piste simple consiste à hiérarchiser les critères. Faut-il juger d'abord les résultats opérationnels, l'équilibre diplomatique ou la capacité économique à tenir dans la durée, et lequel doit primer lorsque ces dimensions entrent en tension. La suite appartient à l'échange. Observer, confronter les lectures et revenir aux faits permet de dépasser l'émotion du moment. Quelle dimension vous paraît décisive pour évaluer cette trajectoire dans les mois à venir ?